J'espère qu'aujourd'hui la connexion sera meilleure qu'hier et je donne directement la parole au docteur Kadash pour vous parler de l'ulcère gastro-duodénal. Comme d'habitude, à la fin de la séance, vous posez au fur et à mesure vos questions, on les prend et dès la fin du cours, on répond à vos questions. Docteur Kadash, vous avez la parole. Bonne session. Merci, docteur Iralada. Donc, je suis chargé de vous faire le cours sur l'ulcère gastro-duodénal. Voilà le plan que je vais adopter: l'épidémiologie, facteurs de risque, physiopathologie, clinique, endoscopie, diagnostic différentiel et traitement. D'origine acidopeptique qui atteint la musculaire. L'évolution se fait spontanément par poussée et rémission, parfois émaillée de complications comme l'hémorragie, la perforation, la sténose. C'est un problème de santé publique du fait de sa fréquence, son coût et sa morbidité, et sa mortalité, notamment chez le sujet âgé lors des complications. La fréquence est variable selon les pays. L'incidence dans les pays occidentaux varie entre 0,1 à 0,2% par an. Dans la majorité des cas, l'ulcère duodénal est beaucoup plus fréquent que l'ulcère gastrique, environ 3 fois. C'est une maladie du sujet jeune dans les pays sous-développés. Le sexe ratio pour l'ulcère duodénal homme-femme est 2,1 et l'ulcère gastrique touche de façon égale les hommes et les femmes. Bon, la mortalité, surtout chez les patients âgés et en cas de complications. Un fait caractéristique de l'épidémiologie de l'ulcère gastro-duodénal, c'est la diminution de la prévalence au fil du temps. On voit que sur ce graphe, sur l'ulcère duodénal, a pratiquement diminué de 70%. La diminution pour l'ulcère gastrique est moins importante du fait de la consommation inflammatoire de l'ulcère gastrique. Alors, les facteurs de risque, il y en a 4. L'Helicobacter pylori est le facteur de risque majeur. Les autres, médicaments, facteurs génétiques et tabac, qu'on va voir successivement. Alors, l'infection par Helicobacter pylori est un facteur causal majeur des cas d'ulcères gastro-duodénaux. Pour l'ulcère duodénal, il est associé, l'infection est associée dans 92% des cas, alors que pour l'ulcère gastrique, l'infection est associée à l'ulcère gastrique dans 70% des cas. On voit que les anti-inflammatoires représentent une partie importante, représentent à peu près 25% dans l'étiologie des ulcères gastriques par rapport à 5% pour l'ulcère duodénal. Alors, donc Helicobacter pylori, c'est un bacille gram négatif, spiralé, pathogène. On voit ici dans la lumière gastrique sous forme de bâtonnet. Il colonise uniquement la muqueuse de type gastrique. Il possède un équipement enzymatique, notamment une uréase qui va cataboliser l'urée en ammoniac et en CO2. L'ammoniac va tamponner l'acide et donc ça permet la survie de cette bactérie en milieu acide. Le réservoir, c'est l'homme. La transmission est directe, oro-orale ou féco-orale, intrafamiliale dans l'enfance. Elle est favorisée par un faible coût socio-économique. Cette infection persiste toute la vie en l'absence de traitement. Alors, les tests diagnostiques, on distingue les tests non invasifs et les tests invasifs. Les tests non invasifs, donc, ne nécessitent pas une endoscopie digestive. La sérologie, le test respiratoire et dans les tests respiratoires utilisent la propriété de l'uréase. Donc, on donne à boire à un sujet de l'urée marquée au carbone 13 et en cas de présence d'HP, l'urée marquée va être catabolisée au niveau de l'estomac et on retrouve le CO2 marqué dans l'air expiré. Les tests invasifs donc, nécessitent une endoscopie, donc l'anapathe, la culture, la PCR pour chercher des fragments d'ADN de la bactérie. C'est un test en endoscopie rapide, 2 heures, qui permet de déterminer la présence d'HP au niveau de l'estomac. Dans un milieu enrichi en urée, on dépose la biopsie. Il y a, dans ce milieu, il existe un indicateur de pH et le milieu vire si l'urée est catabolisée par HP, donc il va virer au rouge. Donc le test est positif.
La prévalence de l'infection à HP est très élevée dans les pays sous-développés, 80 à 90% des cas. Dans les pays occidentaux, du fait de l'amélioration socio-économique et des améliorations d'hygiène, la prévalence a diminué nettement de 30 à 40% des cas. Alors, quels sont les arguments en faveur du rôle de HP dans la survenue d'un ulcère? Premièrement, HP est associé à la maladie ulcéreuse, comme on l'a vu dans 80 à 90%. La gastrite précède toujours la survenue d'un ulcère. La présence d'une gastrite à HP multiplie le risque pour un ulcère duodénal par 4 et par 3 pour l'ulcère gastrique. Le quatrième argument, la diminution de la prévalence de l'infection dans les pays occidentaux est accompagnée d'une façon concomitante, c'est-à-dire en même temps, de la diminution de l'incidence de la maladie. Et le quatrième argument, c'est l'argument thérapeutique. L'éradication d'HP permet la cicatrisation de l'ulcère, la prévention des rechutes et même la guérison de la maladie. Alors, je vous ai dit qu'HP entraîne une gastrite de façon constante chez tous les patients. Il y a deux types de gastrite. La gastrite entrale, qui s'accompagne d'une sécrétion acide augmentée, de lésions de métaplasie gastrique au niveau du duodénum, c'est-à-dire des lésions des cellules de type gastrique à mucus. Et cette gastrite prédispose à l'ulcère duodénal. Le deuxième type de gastrite, c'est la pangastrite, donc elle touche tout l'estomac par rapport à la gastrite entrale. Elle s'accompagne d'une atrophie gastrique et d'une hyposécrétion acide. L'histologie duodénale est normale et elle prédispose à l'ulcère gastrique. Alors, le type de gastrite va dépendre de la caractéristique de la souche bactérienne, c'est-à-dire des facteurs de virulence, de la densité bactérienne, des facteurs d'environnement et des facteurs liés à l'hôte génétiquement déterminés. Le deuxième facteur de risque, c'est le facteur génétique. Il y a des arguments en faveur. La prévalence d'ulcères élevée dans la fratrie d'un patient avec ulcère. Dans une fratrie, s'il y a un patient qui a un ulcère duodénal, par exemple, les membres de sa famille sont à haut risque d'ulcère duodénal par rapport à la population générale. Le risque augmenté en cas de groupe O et la concordance de la maladie chez les jumeaux homozygotes. Le tabac, il augmente le risque d'ulcère gastro-duodénal, il diminue la vitesse de cicatrisation et augmente le risque de rechute. Enfin, les médicaments, l'aspirine et les anti-inflammatoires surtout, leur consommation augmente le risque de survenue d'ulcère et surtout de complications. Elles sont fréquentes chez les sujets de plus de 50 ans. L'ulcère est souvent asymptomatique jusqu'à la complication. Il faut savoir aussi qu'il n'y a pas de corrélation étroite entre la douleur et la présence d'un ulcère. Donc, un malade qui consomme de l'aspirine ou des anti-inflammatoires non stéroïdiens peut présenter des douleurs sans ulcère. Et surtout, c'est des médicaments donc à éviter chez un patient avec un ulcère gastro-duodénal, car source de complications qui peuvent être dangereuses pour la vie du malade. Alors, la physiopathe, l'ulcère, quel que soit son siège, est le résultat d'une rupture d'équilibre entre les facteurs d'agression et les facteurs de défense. Les facteurs d'agression sont représentés essentiellement par l'acide. Il n'y a pas d'ulcère sans acide. Les facteurs de défense, ils sont regroupés sur le terme de barrière muqueuse. Ils ont deux composantes. Une composante préépithéliale, c'est le mucus. Le mucus recouvre les cellules épithéliales et une sécrétion bicarbonatée qui sert à tamponner l'acidité. Une composante épithéliale et une composante sous-épithéliale, c'est le flux sanguin qui apporte les bicarbonates pour tamponner l'acide. Donc, cette barrière muqueuse a pour fonction essentielle de s'opposer à la rétrodiffusion des ions H+. Donc, les ions vont être empêchés de pénétrer dans la muqueuse et donc empêcher la survenue de lésions. La pathologie, premièrement celle de l'ulcère duodénal. Alors, la survenue d'un ulcère duodénal nécessite toujours un seuil de sécrétion minimale acide. La sécrétion acide au cours de l'ulcère est élevée et il y a une corrélation forte entre la réduction de la sécrétion acide et le taux de cicatrisation. C'est-à-dire, plus vous donnez des antisécrétoires puissants,
plus le taux de cicatrisation est élevé, ce qui témoigne du rôle important de l'acide dans la survenue d'un ulcère duodénal. Voilà les anomalies de la sécrétion acide qu'on peut voir au cours de l'ulcère duodénal, l'augmentation de la sécrétion acide des 24 heures, l'augmentation de la sécrétion acide stimulée nocturne. Il y a augmentation de la gastrénémie basale et la gastrénémie postprandiale qui vont contribuer à l'hyperacidité. La gastrine, il y a diminution des mécanismes pH dépendants inhibiteurs de la sécrétion de gastrine. Il y a augmentation de la sensibilité à gastrine, augmentation de la vidange gastrique et diminution de la sécrétion bicarbonatée. Ces anomalies physiopathologiques ne sont pas constantes chez tous les patients, mais tous ils vont contribuer à l'augmentation de la charge acide au niveau duodénal. Cette charge acide duodénale va entraîner des lésions de métaplasie gastrique duodénale, c'est-à-dire la présence de cellules mucosécrétantes de type gastrique. C'est une condition qui est nécessaire, constante au cours du ulcère duodénal. L'étendue de cette métaplasie gastrique duodénale est corrélée avec le débit acide. Et je vous ai dit que HP colonise uniquement la muqueuse de type gastrique. Donc, HP va coloniser les zones de métaplasie gastrique au niveau du duodénum, fragiliser la muqueuse et favoriser la survenue d'un ulcère. Ces zones de métaplasie gastrique duodénale persistent même après cicatrisation de l'ulcère. Alors voilà un schéma qui résume la physiopathologie de l'ulcère. Donc on a augmentation de la masse cellulaire pariétale, c'est-à-dire la masse de cellules qui sécrètent l'acide. Cette augmentation de la masse cellulaire pariétale est due à l'action du vague, le 10. C'est pour ça qu'avant on faisait des vagotomies pour se faire cicatriser l'ulcère. Les facteurs génétiques, donc augmentation de la masse cellulaire pariétale, hypersécrétion acide. La gastrénémie basale et postprandiale est augmentée, elle est secondaire à l'infection HP et va contribuer à la sécrétion acide. La charge acide, c'est-à-dire au niveau du duodénum, va entraîner des lésions de métaplasie gastrique. Ces lésions de métaplasie gastrique vont être colonisées par HP et vont entraîner la survenue d'un ulcère. Alors, la physiopathologie n'explique pas encore pourquoi l'ulcère est localisé, pourquoi il récidive au même endroit, pourquoi il survient plusieurs années après l'infection HP et pourquoi il guérit après une cure d'éradication. Alors, pour l'ulcère gastrique, je vous ai dit qu'il y avait une gastrite antrale plutôt pangastrique atrophique qui va entraîner une hyposécrétion acide dans la majorité des cas. Mais il y a toujours une sécrétion acide. Je vous ai dit que l'ulcère, l'acide était indispensable à la survenue d'un ulcère. Et pour l'ulcère gastrique, il y a une corrélation moindre entre la réduction de la sécrétion acide et la cicatrisation. C'est pas pour l'ulcère gastrique, ce n'est pas l'acide qui est prépondérant dans la survenue d'un ulcère gastrique, mais surtout la défaillance des mécanismes de défense de la muqueuse. Donc, il va y avoir diminution de la sécrétion de mucus, diminution de la sécrétion de bicarbonate qui sert à tamponner l'acide. L'épithélium est endommagé par la gastrite et les mécanismes de réparation de la muqueuse sont perturbés. La clinique, alors la sémiologie clinique est identique quelle que soit la localisation. On ne peut pas différencier un ulcère gastrique d'un ulcère duodénal par la clinique. Les patients peuvent être asymptomatiques, sujets âgés, sujets diabétiques. L'ulcère peut se révéler par une complication inaugurale, hémorragie, perforation surtout. Enfin, il faut savoir que l'ulcère, le syndrome douloureux, n'est ni spécifique ni sensible. La douleur peut s'intégrer dans un syndrome ulcéreux typique. Donc, c'est une douleur qui est localisée au niveau de l'épigastre. Elle peut irradier vers les hypochondres. C'est une douleur de type crampe ou fainte douloureuse. L'intensité est souvent vive. Elle est postprandiale, donc elle est rythmée par le repas. Elle n'est pas influencée par le volume ou la qualité du repas. Elle est parfois nocturne. C'est une douleur qui est calmée par la prise des aliments. Et surtout, c'est une douleur périodique, donc qui survient par des périodes de quelques jours à quelques semaines, au cours desquelles le malade
souffrent tous les jours. Donc, le caractère postprandial et le caractère périodique sont les caractéristiques du syndrome ulcéreux typique. Le syndrome ulcéreux atypique, il est beaucoup plus fréquent. Le siège peut être atypique, donc c'est plus l'épigaste, mais l'hypochondre ou la région périombilicale. Il peut être de type variable, une pesanteur, une brûlure. L'horaire postprandial et la périodicité peuvent manquer. Enfin, l'examen clinique est tout à fait normal. Le diagnostic de la maladie ulcéreuse repose sur l'endoscopie. C'est un examen de première intention. Donc, il a remplacé le transit barité qui est moins sensible pour le diagnostic d'un ulcère gastro-duodénal. Le rôle de l'endoscopie, c'est d'affirmer donc ou infirmer la présence d'un ulcère, préciser ses caractères morphologiques, c'est-à-dire son aspect macroscopique, pour éliminer notamment un ulcère malin en cas d'ulcère gastrique et contrôler la cicatrisation. Voilà une endoscopie normale avec le corps de l'estomac, la région angulaire qui sépare la partie verticale de la partie horizontale de l'estomac, qui est le siège le plus fréquent d'ulcère gastrique, l'antre avec au fond le pylore et le bulbe qui a la forme d'un cône tout à fait régulier. Alors l'endoscopie, l'ulcère duodénal, l'ulcère duodénal se présente comme une perte de substance plus ou moins creusante à fond blanchâtre, fibrineux. Il siège sur la face antérieure. Parfois, il peut siéger sur la face postérieure. La forme, elle est ovalaire dans 70% des cas. La taille est inférieure généralement à 1 cm. Dans 8% des cas, l'ulcère est linéaire. Dans 20% des cas, il est irrégulier. Et dans 2% des cas, c'est un ulcère salami, c'est-à-dire de multiples érosions sur une muqueuse érythémateuse. Pour l'ulcère duodénal, on ne fait pas de biopsie. Le contrôle de la cicatrisation n'est pas systématique. Le contrôle se fait si la douleur persiste après traitement, s'il y a des antécédents de complications ou le patient est porteur d'une tare. L'ulcère gastrique, il y en a quatre types. L'ulcère angulaire, donc c'est le plus fréquent. La région angulaire donc, qui sépare la partie verticale, horizontale de la partie verticale. L'ulcère du corps de l'estomac associé à l'ulcère duodénal, le type 2. Le type 3, c'est l'ulcère prépylorique. L'ulcère prépylorique, c'est un ulcère gastrique. Et enfin, l'ulcère sous-cardial. Alors, le problème essentiel devant une ulcération gastrique, c'est déterminer sa nature, bénigne ou maligne. Alors, pour déterminer sa nature, on peut s'aider de l'aspect macroscopique. Il faut faire systématiquement des biopsies multiples et l'ulcère gastrique fait l'objet systématique d'une surveillance. Alors, l'ulcère gastrique bénin, c'est une ulcération ronde, ovalaire. Les bords sont lisses, réguliers. Les plis qui convergent vers l'ulcération sont fins, en rayon de roue, on dit d'orientation radiaire, et la muqueuse environnante est souple. L'ulcère gastrique, systématiquement, donc, un contrôle endoscopique après traitement à la 6e, 8e, 12e semaine. Systématiquement, on fait des biopsies. Les biopsies doivent porter sur le pourtour de l'ulcération et sur les plis environnants. L'absence de cicatrisation au bout de 12 semaines ou la modification de la taille et de l'aspect au cours du traitement sont des indications chirurgicales. La modification de la taille et de l'aspect, il faut systématiquement faire des biopsies, refaire des biopsies pour éliminer une ulcération maligne. Donc l'indication opératoire, c'est surtout l'absence de cicatrisation 12 semaines, la modification de la taille et de l'aspect suspecté, une ulcération maligne. Donc refaire les biopsies. L'ulcère malin, c'est une ulcération irrégulière, les bords sont nodulaires, les plis qui convergent vers l'ulcération sont épais, soudés entre eux, renflés en massue. Il faut faire là aussi des biopsies multiples, 10 à 12, et au niveau des 4 cadrans de l'ulcération. On va voir un mot sur l'histoire naturelle de cette affection. Alors, l'ulcère duodénal, après cicatrisation et sans traitement, visant à prévenir les rechutes, l'ulcère duodénal récidive dans 2 tiers des cas.
L'ulcère récidivant, il est symptomatique. Il est asymptomatique dans un tiers des cas. La majorité des malades font 2 récidives par an. Et la tendance à la récidive, elle persiste toute la vie. L'histoire naturelle peut être émaillée de complications, les hémorragies digestives, 2% par an, la perforation, 5 à 1% par an. Les facteurs péjoratifs pour la récidive, donc la persistance d'une infection AHP, si vous l'avez traité et que ça n'a pas entraîné l'élimination de la bactérie, le tabagisme, la présence d'une sténose, les anti-inflammatoires non stéroïdiens et le sujet jeune. L'ulcère gastrique, il faut savoir que l'ulcère gastrique cicatrise beaucoup plus lentement qu'un ulcère duodénal. Le taux de récidive, il est inférieur à celui de l'ulcère duodénal, 50%. Les facteurs de récidive sont l'infection HP et la lenteur de cicatrisation. Les complications sont identiques à l'ulcère duodénal, donc hémorragie ou perforation. La mortalité est supérieure dans la localisation gastrique, notamment en cas de complications, parce que les patients avec ulcère gastrique sont généralement des sujets âgés. Alors, le diagnostic différentiel, la fibroscopie a grandement facilité le diagnostic différentiel. La sémiologie clinique n'est pas spécifique ni sensible, donc la douleur épigastrique, un syndrome ulcéreux donc, peut révéler de nombreuses pathologies en dehors de l'ulcère. Alors, la pathologie, on va voir la pathologie fonctionnelle. La dyspepsie fonctionnelle, c'est la cause la plus fréquente de douleur épigastrique. C'est une pathologie fonctionnelle. Elle est liée à des troubles moteurs du tract digestif supérieur. Et le diagnostic, c'est un diagnostic d'exclusion. Donc, la fibroscopie va être normale. Le RGO atypique, le RGO donc, se caractérise par le pyrosis, c'est-à-dire une brûlure ascendante. Parfois, la douleur au cours du RGO n'a pas ces irradiations ascendantes et peuvent simuler donc un ulcère gastro-duodénal. Le côlon irritable, mais là, il y a souvent des signes intestinaux, troubles du transit notamment. Et la douleur suit généralement le cadre chronique. La pathologie organique, donc néoplasique, 2 types de néoplasie au niveau de l'estomac, le cancer gastrique, le lymphome gastrique. Ces 2 types de néoplasie peuvent survenir chez des sujets jeunes. Il peut ne pas y avoir de signes d'alarme, c'est-à-dire altération d'âge général, masse abdominale, adénopathie, etc. Et ils peuvent se révéler donc par un syndrome douloureux qui est strictement identique à un syndrome ulcéreux. Donc la fibroscopie va rectifier le diagnostic en montrant donc une ulcération ou de multiples ulcérations malignes en faveur d'un cancer gastrique ou d'un lymphome gastrique. Les médicaments, aspirine anti-inflammatoire, peuvent entraîner des douleurs. L'ulcère n'est pas constant. Il y a d'autres localisations, enfin des affections rares qui peuvent toucher et l'estomac et le duodénum. C'est des maladies soit infectieuses, soit inflammatoires ou systémiques, tuberculose, maladie de Crohn ou sarcoïdose, généralement l'atteinte est gastro-duodénale. Pathologie duodéno-jéjunale, très rarement pose un problème diagnostique différentiel avec l'ulcère. Maladie cœliaque, les parasitoses giardiales, surtout chez les enfants, peuvent se manifester par des douleurs. Les néoplasies, l'adénocarcinome ou le lymphome intestinal, généralement, c'est au niveau des 2 ou au niveau des 3 jéjunomes. Enfin, on peut voir les mêmes pathologies, donc rares, comme je vous ai dit tout à l'heure, la maladie Crohn, tuberculose au niveau du bulbe. Les affections biliaires, colique hépatique, en principe, il y a une irradiation ascendante, mais elle peut manquer aussi. Elle fait rarement évoquer donc un ulcère généralement. La pathologie pancréatique, généralement, la douleur pancréatique est différente de celle de l'ulcère. C'est une douleur permanente, transfixiante, intense, avec d'autres signes de la pathologie pancréatique, diarrhée, diabète, etc. Les formes particulières de l'ulcère duodénal, l'ulcère géant, c'est un ulcère qui a une taille supérieure à 1 cm. Douleur parfois rebelle au traitement. L'ulcère de la face postérieure du bulbe expose aux hémorragies. L'ulcère post-bulbaire,
Vous évoquez un syndrome de Zollinger-Ellison qu'on verra tout à l'heure. Complications, surtout les hémorragies. L'ulcère pylorique, c'est un ulcère gastrique, donc il doit bénéficier des mêmes modalités de surveillance qu'un ulcère gastrique. Souvent en sténose avec douleur, vomissement, amaigrissement. L'ulcère du sujet âgé, souvent asymptomatique, parfois complications. Alors, le syndrome de Zollinger-Ellison, il est très rare. Il est dû à une tumeur duodéno-pancréatique, le plus souvent maligne, qui sécrète une hormone, la gastrine. La gastrine qui va stimuler la survenue qui va stimuler la sécrétion acide. Il va y avoir une hypersécrétion acide importante qui va être responsable de la symptomatologie. Alors, le syndrome de Zollinger-Ellison, ça peut s'associer soit à une ulcération duodénale banale, soit une ulcération duodénale avec des caractères évocateurs. C'est une ulcération de siège atypique. Elle peut être multiple. Elle est souvent résistante au traitement médical ou chirurgical parce que la sécrétion acide est très importante. Le traitement antisécrétoire aux doses usuelles ne va pas freiner cette sécrétion acide. Les complications sont fréquentes, s'accompagnent d'un reflux avec œsophagite dû à l'hyperacidité, d'une diarrhée chronique et d'une hyperparathyroïdie. Le diagnostic, c'est l'étude de la sécrétion acide et le dosage de la gastrine. Lorsque la sécrétion acide et le dosage de la gastrine sont à la limite supérieure de la normale et qu'il y a un contexte évocateur de Zollinger-Ellison, on fait un test à la sécrétine. La sécrétine, c'est une hormone qui normalement inhibe la sécrétion de gastrine. Au cours du syndrome de Zollinger-Ellison, elle a un effet paradoxal. Elle va stimuler la sécrétion de gastrine. Enfin, il faut essayer de localiser la tumeur par les examens morphologiques, échographie, scanner, écho-endo et les examens scintigraphie à la sandostatine pour les tumeurs endocrines comme le Zollinger-Ellison. Alors, dernier chapitre, on va parler du traitement. Alors, la découverte d'HP, son implication dans la survenue d'un ulcère a révolutionné l'approche thérapeutique. Le traitement actuel de la maladie ulcéreuse, c'est le traitement d'éradication. Il permet non seulement la cicatrisation de l'ulcère, mais aussi la prévention des rechutes et même la guérison de la maladie. Le problème actuel du traitement d'éradication et qui est responsable de la majorité des cas d'échec au traitement. Alors, le but du traitement, donc, soulager le malade de sa douleur, cicatriser l'ulcère et prévenir les récidives. Les moyens, conseil hygiéno-diététique, il n'y a pas de régime alimentaire, il faut supprimer le tabac, les médicaments gastrotoxiques, AINS et aspirine à éviter. Les médicaments, les antisécrétoires, les antagonistes des récepteurs H2 à l'histamine. Au niveau de la cellule pariétale, il y a des récepteurs à l'histamine. En bloquant ces récepteurs, on inhibe la sécrétion acide. Les inhibiteurs de la pompe à protons. La pompe à protons, c'est l'étape finale de la sécrétion acide. L'ion H+ est rejeté dans la lumière gastrique en échange d'un ion K+, potassium, donc qui pénètre dans la cellule. Alors, il y a différents... L'oméprazole, l'enzoprazole, pantoprazole, l'isoméprazole. Les inhibiteurs de la pompe à protons ont une action prolongée et beaucoup plus prolongée, beaucoup plus puissante que les antagonistes des récepteurs à l'histamine. Enfin, il y a le dernier, c'est-à-dire la disparition d'HP au moins 4 semaines après l'arrêt du traitement. Alors, je vais parler essentiellement du traitement d'éradication. Alors, le but du traitement, c'est un taux d'éradication supérieur à 90%. Donc, on doit utiliser des traitements qui ont des taux d'éradication supérieurs à 90%. Si le taux d'éradication avec la ligne de traitement que vous avez proposée est inférieur à 80%, ce n'est pas acceptable. C'est borderline, c'est-à-dire limite entre 85 et 90% des cas. C'est bien à partir d'un taux d'éradication supérieur à 90%, et c'est excellent à supérieur à 95%. Alors, pourquoi un taux d'éradication aussi important pour les lignes de traitement? C'est pour éviter la multiplicité des traitements.
l'émergence des résistances, réduire les effets secondaires et le coût. Alors, il y a 4 types de traitements qui sont proposés: la trithérapie, le traitement séquentiel, la quadrithérapie non bismutée concomitante et la quadrithérapie bismutée. Alors, la trithérapie, l'avantage, c'est qu'elle est bien tolérée. On l'utilise sous forme optimisée avant de donner 7 jours, mais actuellement, on l'utilise 14 jours. Alors, c'est IPP à double dose, amoxyl 1 gramme 2 à 3 fois par jour et clarithromycine 500 mg 2 fois par jour. Pourquoi donner des antibiotiques? Pourquoi plutôt donner des antisécrétoires? Les antibiotiques agissent mieux en milieu alcalin qu'en milieu acide. Alors, ce schéma IPP amoxyl clarithromycine, efficace si la souche est sensible à la chlorothromycine, c'est-à-dire le taux de résistance est inférieur à 20%. La deuxième ligne de traitement, IPP, amoxyl plus métronidazole. IPP 2 fois par jour, amoxyl 1 gramme 2 à 3 fois par jour et flagyl 500 mg 2 fois par jour. Si la souche est résistante à la clarithromycine. Donc, durée toujours optimale à 14 jours. Le problème de ces trithérapies, c'est que leur efficacité a diminué avec le temps et elles sont de moins en moins utilisées et le taux d'éradication est généralement inférieur à 80%. Le traitement séquentiel qui consistait à donner l'IPP plus l'amoxyl pendant 7 jours, puis imoxyl, clarithromycine plus flagyl pendant 5 jours, a été abandonné du fait de son inefficacité en cas de résistance à la clarithromycine. Le traitement concomitant, 14 jours, il permet d'obtenir des taux d'éradication 90% des cas, même en cas de résistance à la clarithromycine. Donc, amoxyl 1 gramme matin et soir, flagyl 500 mg matin et soir, clarithromycine 500 mg matin et soir, et un IPP 2 fois par jour, matin et soir. Donc, le traitement concomitant pendant 14 jours. La quadrithérapie bismutée. Donc, le Pilera, chaque gélule de Pilera contient du sous-nitrate de bismuth, du flagyl et de la tétracycline. Donc, quadrithérapie bismutée pendant 10 jours, Pilera 3 gélules 4 fois par jour, après les repas du matin, midi, soir et coucher, et un IPP 2 fois par jour. Pilera, il est contre-indiqué chez la femme enceinte, l'insuffisance rénale ou l'insuffisance hépatique. Alors voilà comment on traite actuellement la maladie ulcéreuse gastro-duodénale en poussée chez les patients non allergiques à la pénicilline. Et lorsqu'on n'a pas les taux de résistance aux antibiotiques, on peut débuter soit par une quadrithérapie bismutée pendant 10 jours, soit un traitement concomitant. Systématiquement, on fait un test respiratoire pour contrôler l'éradication. S'il est positif, on change de traitement, le traitement de première ligne. Si on a donné la quadrithérapie bismutée, on donne le traitement concomitant. Et l'inverse, si on a donné un traitement concomitant, on donne un traitement bismuté. Après le traitement de deuxième ligne, il faut toujours contrôler l'éradication. Si elle est positive, il faut faire un antibiogramme et une PCR pour évaluer la résistance aux antibiotiques. Chez les patients allergiques à la pénie, on donne la quadrithérapie bismutée pendant 10 jours, test de respiratoire à la fin du traitement. S'il est positif, PCR plus antibiogramme. Les sociétés savantes proposent des traitements suivant le taux de résistance aux antibiotiques. Vous savez que la résistance aux antibiotiques est variable suivant les pays, mais dans tous les pays, elle est croissante. Alors, si le malade est résistant à la clarithromycine, on donne une trithérapie IPP amoxyl plus clarithromycine ou une quadrithérapie bismutée. Résistance
faible à la clarithromycine, donc inférieure à 15%. Si la résistance à la clarithromycine est supérieure à 15%, et si la résistance au flagyl est faible, on donne un traitement IPP amoxyl métronidazole, donc trithérapie. Si la résistance à la claritro ou métronidazole est faible, donc la double résistance inférieure à 15%, on donne la quadrithérapie busmutée ou non busmutée. Si la résistance donc, à la clarithromycine ou métronidazole est élevée, supérieure à 15%, on donne la quadrithérapie busmutée. Alors, le contrôle d'éradication, donc systématiquement après chaque ligne de traitement, il se fait par le test respiratoire, donc on donne de l'urée marquée au carbone 13 à boire et on mesure le CO2 expiré dans l'air expiré. Soit on peut faire des biopsies. Il faut toujours faire le contrôle de l'éradication 4 semaines après le traitement et 2 semaines après, au moins, après avoir interrompu les IPP. Alors, l'efficacité du traitement d'éradication sur la cicatrisation de l'ulcère, donc il permet d'obtenir, comme le traitement antisécrétoire seul, des taux importants de cicatrisation, 95% pour l'ulcère duodénal et 90% pour l'ulcère gastrique. Pour les récidives, on voit que la majorité des patients sont asymptomatiques, sans récidive. Là, dans cette étude, 2 ans, mais ça peut aller jusqu'à 10 ans. Donc, suppression des récidives après traitement d'éradication HP. De la même façon, pour l'ulcère gastrique, et grande efficacité sur la récidive. On voit ici, pour l'ulcère gastrique chez les patients éradiqués, la proportion de malades qui ont récidivé est très faible par rapport aux malades qui n'ont pas été éradiqués. Alors, un dernier mot pour les causes d'ulcères réfractaires ou récidivants. Alors, il y a plusieurs causes. Si l'infection HP est persistante, donc il y a une mauvaise compliance du traitement, donc le patient n'a pas pris correctement son traitement, il y a la résistance au traitement et du fait notamment d'un traitement inadéquat. Si l'ulcère persiste alors que l'éradication d'HP a été efficace, il faut rechercher la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, la prise de tabac, parfois au cours d'ulcères géants, au cours de déformations bulbaires importantes. Ulcère réfractaire aussi, lorsqu'il y a une sécrétion acide inappropriée, et surtout au cours du syndrome de Zollinger-Ellison, le traitement aux doses ne parvient pas à freiner la sécrétion acide du fait qu'il y a une sécrétion importante d'acide par la gastrine qui est sécrétée par la tumeur. Enfin, en dernier lieu, il y a des ulcérations non peptiques, un cancer, maladie de Crohn, tuberculose, qui peuvent simuler parfois un ulcère gastrique. Enfin, les symptômes peuvent persister sans ulcère. Le côlon irritable est souvent associé et il faut penser à redresser le diagnostic d'ulcère peptique. Cancer-ulcère, ça concerne uniquement les ulcères gastriques. Il faut savoir qu'un cancer authentique, notamment lorsqu'il est superficiel, lorsqu'il atteint la muqueuse et la sous-muqueuse, il peut prendre l'aspect d'une ulcération bénigne et peut même cicatriser sous traitement médical. Moins de 2% des ulcères gastriques endoscopiquement bénins sont des cancers. C'est la gastrite chronique périulcéreuse qui est une lésion prénéoplasique qui peut donc évoluer vers un cancer. Toujours pour l'ulcère gastrique, il faut faire des biopsies multiples lors du premier examen, lorsqu'il n'a pas cicatrisé, lorsque l'ulcère augmente de taille
où il y a une modification de sa forme, de son aspect macroscopique. Il faut même aussi faire une biopsie sur la cicatrice d'ulcère en fin de traitement pour justement éviter de passer à côté d'un ulcère gastrique. Voilà, j'ai terminé le cours. Merci, docteur Kadash. Pour ton exposé, tu as beaucoup de questions. Tu as beaucoup de questions. On commence, Kadash? J'arrive pas à trouver la barre du... Non, j'ai fait le boulot, ne t'inquiète pas. Ok, alors, ça va. Je vais répondre. Ulcère, ça, tu as déjà répondu. Est-ce qu'on peut avoir un ulcère sans symptômes? L'ulcère, il peut être asymptomatique, notamment chez le sujet âgé, chez Et les donc, diabétiques. révélé Donc, par une complication. peut se révéler par une complication ou de découverte fortuite à l'examen lors d'une endoscopie faite pour une autre raison. Alors, deuxième question. Tu as dit que pas d'ulcère, pas d'acide, pas d'ulcère. Et on te pose la question, pourquoi pour l'ulcère gastrique, on a une sécrétion gastrique acide normale et pourtant on a un ulcère? La sécrétion acide au cours de l'ulcère gastrique n'est pas normale. Elle est diminuée et l'acide est indispensable à la survenue d'un ulcère. Même s'il y a une hyposécrétion acide, Alors c'est encore pire. Elle est diminuée et pourtant on a un ulcère. Comment expliquer ça veut ça? dire que la muqueuse gastrique est très sensible à l'acide. Donc C'est pour donc l'ulcère gastrique, on incrimine la la fragilité de la barrière défaillance, muqueuse. la défaillance de la barrière muqueuse. Muqueuse, très bien. Et on te demande, c'est quoi la gastrinémie? La gastrinémie, c'est le dosage dans le sang de la gastrine. La gastrine, c'est une hormone qui est sécrétée par les cellules G de l'antre de l'estomac. On le dose essentiellement lorsqu'on suspecte un syndrome de Zollinger-Ellison, Ouais. qui est dû à une tumeur Donc, maligne duodéno-pancréatique qui sécrète de la gastrine et un taux élevé avec un contexte clinique évocateur fait suspecter le syndrome de Zollinger-Ellison. d'accord. Mais juste pour compléter ta question, donc les externes, c'est dans le syndrome de Zollinger-Ellison, on a des cellules tumorales sécrètes de la gastrine et donc la gastrinémie est élevée. Par contre, cette gastrinémie peut être élevée lorsqu'on donne à un malade des inhibiteurs de la pompe à protons, on baisse la sécrétion gastrique acide et du coup, par biofeedback, la gastrinémie va augmenter. Parce que la gastrine, elle stimule, vous vous rappelez, on a déjà fait ça, elle stimule la cellule pariétale pour qu'elle sécrète HCl. Et du coup, quand on donne un traitement IPP ou quand il y a une gastrite atrophique, il y a une baisse de la sécrétion gastrique acide et par biofeedback, augmentation de la gastrinémie. Mais dans le Zollinger-Ellison, les cellules qui sécrètent étant des cellules tumorales et les cellules tumorales étant autonomes, quand on injecte de la sécrétine, elle est censée faire baisser la gastrinémie, alors que dans le Zollinger-Ellison, non seulement soit ça ne va pas bouger, soit comme a déjà dit Dr Kadash, ça augmente, ce qui est une augmentation paradoxale, puisqu'en principe, ça diminue, ça ne monte pas. Si ça ne bouge pas ou ça augmente, ça veut dire que les cellules qui sécrètent la gastrine sont des cellules autonomes, donc des cellules tumorales. On a posé le diagnostic de syndrome de Zollinger-Ellison. Autre question, Kadash? Attends, il faut connaître les causes d'hypergastrinémie, hein, Voilà. autres que le syndrome de Zollinger-Ellison. L'insuffisance rénale, par exemple, une sténose La gastrite bulbaire peut atrophique, entraîner une gastrinémie IPP. élevée, hein, qui peuvent simuler celle qui se voit au cours du syndrome de Zollinger-Ellison. Et donc, gastrinémie élevée ne veut pas dire Zollinger-Ellison. On est d'accord. On te pose la question dans l'ulcère duodénal. Tu as dit que ça survenait sur une métaplasie gastrique. Et pourquoi on considère pas l'ulcère duodénal comme étant une lésion précancéreuse, puisque c'est sur une métaplasie gastrique? Je reprends les questions, Kadash. Hein. Oui, oui. C'est des cellules à mucus, ce n'est pas des cellules épithéliales. Donc, ça ne dégénère pas. Ça ne dégénère pas. D'accord. Donc,
l'ulcère bulbaire ne dégénère pas. Et l'ulcère gastrique est un cancer jusqu'à preuve du contraire. D'où Non, la question. attends, l'ulcère gastrique s'accompagne de lésion de gastrite chronique Chronique. atrophiante, qui est une lésion prénéoplasique. L'ulcère D'accord. gastrique, d'apparence macroscopique bénigne, peut être un ulcère malin d'emblée. D'accord. Est-ce que tu peux centrer l'image vidéo? On te voit. Voilà, là, très bien. Est-ce que l'endoscopie permet d'éliminer un ulcère gastrique bénin? Je pense qu'ils veulent dire que lorsque l'endoscopie retrouve des caractères péjoratifs, c'est déjà, on pense à la malignité. L'endoscopie permet de reconnaître, grâce à l'aspect Et on te pose. macroscopique, Oui, oui, la vas-y. nature bénigne ou maligne de l'ulcération, mais le dernier mot revient toujours aux biopsies. C'est les biopsies qui vont éliminer ou retenir le diagnostic de cancer. Et la surveillance. La macroscopie peut aider, généralement elle aide souvent, mais parfois l'aspect macroscopique peut être trompeur. Donc, il faut toujours se fier aux biopsies qui doivent être nombreuses, l'opération et la muqueuse environnante. Là, on te pose la question. Et en Algérie, quel est le traitement de première intention d'éradication d'Helicobacter pylori? Tu as parlé de différents traitements et j'enchaîne dans le même ordre d'idées. Et si jamais le patient est allergique à la pénicilline? Alors, le traitement en Algérie, il faut d'abord connaître les taux de résistance aux antibiotiques. Il y a eu plusieurs études, parfois contradictoires. Alors, le traitement proposé, on peut proposer une trithérapie. La clarithromycine, comme dans tous les pays, le taux de résistance est élevé. Donc, les traitements à base de clarithromycine ne sont pas très indiqués en Algérie. Le traitement sans clarithromycine, c'est un traitement donc IPP amoxicilline plus fragile. Même dans les pays où la bactérie est sensible, il n'y a pas de résistance au flagile et le traitement ne semble pas très efficace. En tout cas, il ne permet pas un taux d'éradication supérieur à 90%. Donc, très peu dans le monde, très peu utilisent cette association thérapeutique en première ligne. Donc, le choix revient à la quadrithérapie non busmutée ou la quadrithérapie busmutée qui n'est pas malheureusement pas disponible et qui coûte 60 €. D'accord. Et en cas d'allergie à la pénicilline? Mais tout le monde insiste sur des taux d'éradication supérieurs à 90%. Au-dessous de 90%, ce n'est pas acceptable parce vous allez favoriser l'émergence de résistance. Vous allez multiplier les traitements, multiplier les coûts, multiplier les effets secondaires. Et en cas d'allergie à la pénicilline? Quadrithérapie busmutée. Quadrithérapie busmutée Voilà. qui contient que la tétracycline, du flagile et du bismuth. Et donc là, c'est la hasla, parce que sinon, on opte pour une trithérapie, métronidazole, clarithromycine, IPP 2 fois. Or, ce n'est pas valable chez nous, puisque le taux de résistance à la clarithromycine est très largement supérieur à 15%, il est même supérieur à 30%. Et donc, la seule option, c'est la quadrithérapie bismutée. J'ai un petit commentaire sur ça. Dans la vraie vie, 90%. Il faut savoir que Helicobacter pylori n'est pas résistant à l'amoxicilline. Le taux de résistance, il est nul. C'est-à-dire, l'amoxicilline, c'est un antibiotique quand même important. Et plus de 80% des patients qui se disent allergiques à la pénicilline ne le sont pas. Donc, il faut bien poser la question au malade, bien interroger. Est-ce qu'il a eu une urticaire, un œdème de Quing, pour dire qu'il s'agit d'une vraie allergie et non pas d'une allergie approximative. Est-ce que tu as un commentaire sur ça, Kadash? Oui, je suis d'accord. Et surtout, il faut jamais réutiliser le même schéma qui a échoué là en première ligne.
Donc, ne D'accord. jamais utiliser un même schéma deux fois. Et on te dit double dose, IPP double dose. Est-ce que IPP double dose en même temps ou séparé? Non, matin et soir. Matin et soir, voilà. La dose, comme il a bien insisté sur ça, il faut élever le pH intragastrique pour favoriser l'action des antibiotiques. Et donc, c'est une demi-heure avant le petit déjeuner, une demi-heure avant le dîner, pendant toute la durée d'éradication. Et je dirais même que dans les recommandations, il faut utiliser l'ésoméprazole, qui est plus puissant que les autres IPP. Alors, ici, un patient est sous anti-inflammatoire. Sous anti-inflammatoire, par quoi peut-on remplacer les anti-inflammatoires? Ah, ça, c'est une question. Ça dépend de la pathologie qu'il a. Mais il est sous anti-inflammatoire. L'important, c'est de, s'il y a une nécessité de donner des anti-inflammatoires, c'est essayer de prévenir les complications anti-inflammatoires. Donc, il faut donner un traitement d'éradication et il faut donner un IPP pour couvrir, essayer de prévenir les rechutes, plutôt les complications dues aux anti-inflammatoires. Donc, Les les anti-inflammatoires, anti-inflammatoires, oui, oui, vas-y, vas-y. Les anti-inflammatoires, pas pendant la poussée, c'est formellement les contre-indiqué. anti-inflammatoires, bien sûr, sont contre-indiqués s'il y a un ulcère. Hein. S'il y a un ulcère, ils sont contre-indiqués parce que c'est source de complications. Donc, après l'ulcère, chez un patient qui a un antécédent de maladie ulcéreuse et qu'on doit mettre sous anti-inflammatoire, on doit le couvrir par les IPP. Et idéalement, utiliser un anti-inflammatoire sélectif, c'est-à-dire un anti-COX-2. Et cette classe thérapeutique, vous allez le faire dans Et il le faut module éradiquer HP. éradiquer Helicobacter pylori. Parce que Helicobacter pylori et anti-inflammatoire font très mauvais ménage. Ça augmente significativement le risque de complications. Docteur, c'est quoi une ulcération non peptique? Ulcération non peptique, par exemple, il y a des localisations de la maladie de Crohn, de la tuberculose, de la sarcoïdose, qui est une maladie systémique au niveau de l'estomac. Et le mécanisme n'est pas dû à l'action de l'acide. Très bien. Et on te demande quelle est l'indication du traitement chirurgical en cas d'ulcère duodénal? Alors, l'indication du traitement chirurgical, elle a elle a reculé de façon importante. Il y a pratiquement plus d'indications de traitement chirurgical, vagotomie, hypersélective. Personne n'en fait pour le traitement d'un ulcère. Et C'est le pourtant, traitement on a un médical qui a cours, pris le pas. Il y a le traitement. et pourtant, on a un cours intitulé traitement chirurgical. Tu peux Bon, améliorer la vidéo, Kadash. le cours, bon, Donc, on le supprime le cours. non, on ne supprime pas le cours. C'est l'échec du traitement médical, D'accord. enfin, en définitive. C'est l'échec du traitement. Mais qu'est-ce que c'est un échec du traitement médical? Il faut qu'il y ait Voilà. un traitement adéquat médical d'abord pour, si malgré un traitement adéquat, si le malade présente de nombreuses poussées, mais c'est vraiment très rare, hein, c'est cas par cas, c'est vraiment très rare. Poser l'indication chirurgicale. Est-ce que le Je gastrinome sais plus est une si, tumeur bénigne? je sais plus si les chirurgiens actuels savent faire les vacotomies hypersélectives, hein, ils n'en font plus Non, depuis 20 je, ans. je, je ne crois pas. Mis à part les anciens, je ne crois pas. Alors, le gastrinome est une tumeur bénigne, point d'interrogation. C'est une tumeur maligne le plus souvent, ce n'est pas une tumeur bénigne. Tumeur maligne, voilà, on est d'accord. Maligne, la taille, elle est parfois très, très petite. C'est une tumeur parfois, elle est multiple et parfois elle est difficile à mettre en évidence malgré les examens morphologiques. Une cure d'éradication, c'est un traitement d'éradication qui dure 14 jours ou 10 jours en fonction du traitement. C'est la quadrithérapie. Alors, on te demande, est-ce
que le traitement, est-ce que le contrôle d'éradication est obligatoire et est-ce que ça se fait en ambulatoire? Il est obligatoire et ça se fait en ambulatoire dans les laboratoires privés. Est-ce qu'on peut jeûner en 2020 avec l'existence du traitement? J'imagine jeûner. Jeûner, si un patient a un ulcère évolutif, il ne jeûne pas, hein, c'est la rupture du jeûne. Tu es d'accord avec ça, Kadash? Ramadan ulcère, ça fait l'objet de nombreuses études, tous contradictoires. Donc, les Qu'est-ce que tu conseilles? recommandations. Si un patient, Un ulcère évolutif, je lui déconseille de jeûner. Par contre, un ulcère qui a cicatrisé, après un traitement d'éradication, il peut jeûner, hein. est-ce que tu le mets sous IPP à titre préventif? Non, je traite l'éradication, je vérifie l'éradication. C'est-à-dire, s'il est éradiqué, on n'a pas S'il est besoin de éradiqué, il est couvrir. tranquille en principe. D'accord. Dans tous les cas de figure, on peut administrer la quadrithérapie bus-mutée. Pouvons-nous simplement ne donner que ça, finalement, et retenir uniquement ce traitement? Quel est l'intérêt de la trithérapie? Bon, je pense qu'il a si bien dit. La trithérapie, bon, optimisée. Chez nous, on a allongé à 14 jours avec la dose de métronidazole à 503 fois, parce qu'en fait, on n'a pas la quadrithérapie bus-mutée. Si on avait les deux, quadrithérapie bismutée ou le traitement concomitant, c'est ça les traitements actuellement recommandés. Commentaire Kadash, on te dit pourquoi ne pas faire quadrithérapie bismutée, point. Puisque finalement, ça répond à toutes les situations, allergiques à la pénicilline, à tout. On peut l'utiliser en première ligne, comment on peut l'utiliser avec le traitement concomitant. S'il y a échec de l'un, on Il y a bascule échec, vers on passe l'autre. à l'autre. Voilà. Est-ce que le test respiratoire suffit pour établir l'éradication de l'hélicobactère pylori? C'est l'examen clé qui permet de façon de vérifier l'éradication d'HP. Essentiellement, c'est mieux que de faire une biopsie. Ouais. C'est un En test non principe, invasif. c'est un test non invasif. Et je peux rajouter, si tu permets, pour le test respiratoire, Helicobacter pylori, bon, ça a été dit, sécrète une enzyme qui est l'uréase, et l'uréase dégrade l'urée. Et la dégradation de l'urée, ça produit du CO2. Si on utilise le carbone 13, le malade souffle 2 fois. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir du carbone 13 à l'état de trace au niveau du poumon. Donc, on souffle une fois, c'est le témoin. On prend de l'urée marquée au carbone 13. Une demi-heure après, on va encore souffler. Et la machine, si le taux de radioactivité est élevé, ça veut dire qu'il y a uréase, il y a Helicobacter pylori, il y a échec de l'éradication. Si le taux est le même, test est négatif, donc on a éradiqué. Ah, répéter la physiopathe, ça fait un peu trop, hein. Durée du traitement 14 jours, même avec l'arythromycine. Bon, ça. Quels sont les symptômes, mais ça c'est hors cours, quels sont les symptômes qui nous poussent à rechercher HP en première intention? Rechercher HP après première intention, tout le monde est infecté. 90% de la population est infectée par HP. Donc, le rechercher en première intention, c'est gaspiller de. Plutôt quand on éradique, on fait. D'autant Alors, plus que ça coûte HP, cher, hein. dans la majorité des patients, le patient reste asymptomatique. Il y a une minorité de patients qui vont développer des pathologies liées à HP, l'ulcère. Plus tard, et il y a d'autres pathologies liées à HP qui sont beaucoup plus graves, le cancer et le lymphome gastrique. Est-ce que Et la les majorité, IPP, 90% des patients sont asymptomatiques. Et chez nous, il n'y a pas beaucoup d'ulcères gastriques, donc c'est souvent des gastrites entrales. d'accord. Est-ce que les Ils restent IPP, asymptomatiques, hein. est-ce que le traitement IPP diminue le taux de détection HP? Il faut toujours faire le test de 15 jours après avoir arrêté les IPP, hein, pour contrôler l'éradication. Et là, on te demande pourquoi on fait jusqu'à 12 biopsies
en cas de suspicion d'ulcère malin, enfin d'ulcère gastrique? Parce que la distribution des cellules malignes, elle peut être, elle est pas homogène sur le pourtour de l'ulcération. Elle peut siéger à un endroit et pas à un autre. C'est pour ça qu'il faut multiplier les biopsies. Donc, Pour sur le augmenter le pourtour de rendement. l'ulcération et sur la muqueuse environnante. D'accord. Chez un patient qui a un stent coronarien avec aspirine, on ne peut pas arrêter, ça c'est une bonne question par contre, la prise de l'aspirine. Quelle est la prise en charge lors de l'éradication? C'est-à-dire, on n'a pas le choix, on ne peut pas arrêter l'aspirine. Alors, vérifier d'abord s'il n'a pas un ulcère et deuxièmement, éradiquer le HP. Et maintenir les IPP au long cours. Maintenir les IPP, bien sûr. Et je vais être plus provocateur. Et on va maintenir l'aspirine, même s'il fait un ulcère hémorragique. S'il a un stent, ça dépend de, même en phase hémorragique, ça dépend de la durée du stent, de la mise du stent. Un stent actif, si vous arrêtez avant 6 mois l'aspirine, les antiagrégants, il va se boucher et le malade va mourir d'infarctus du myocarde. Donc il faut trouver l'équilibre entre le risque hémorragique et le risque cardiaque. Quelles sont les indications? Bon, en cas de récidive, ça tu as répondu, c'est quoi le traitement? Si échec, ah voilà. Si tu as un ulcère bulbaire et tu traites, il y a un échec du traitement. Est-ce que tu refais l'endoscopie? Si un échec du traitement après traitement d'éradication, comment il a abouti à l'échec? Ah, c'est la question, on me dit ça. Hein. En, en cas d'échec, en cas de récidive, est-ce que tu refais? Alors, pour l'ulcère duodénal, Oui. on contrôle la cicatrisation si le malade a toujours des douleurs malgré le traitement. S'il est Bon, asymptomatique, on le laisse tranquille. Pour l'ulcère gastrique, systématiquement contrôle de la cicatrisation. donc, pratiquement les dernières questions. Est-ce que pour la prise d'ANS, on donne un pansement gastrique? Bon, non, on donne des IPP. Patient présente crise douloureuse. Est-ce qu'un ulcère compliqué est le même qu'un ulcère non compliqué? Bon, il y a un cours sur les complications de la maladie ulcéreuse. Hein. D'accord. Pourquoi on n'utilise pas le test pour diagnostiquer et non pas pour contrôler, malgré que ce n'est pas invasif? Pourquoi ne pas utiliser le test respiratoire à visée diagnostique et se passer de l'endoscopie? Est-ce qu'on peut se passer de l'endoscopie? Voilà. C'est deux examens à visée différente. L'endoscopie, c'est pour affirmer ou infirmer la présence d'un ulcère. Le test respiratoire, c'est pour préciser la présence d'HP ou non. Bon, ça, on sait qu'il y a la présence d'HP. C'est pour contrôler le traitement d'éradication HP. Donc, il y a deux buts différents. D'accord. Donc, merci, docteur Kada. Je crois que tu as répondu. Tu en as eu des questions. Hein? Donc, je pense que tu en as eu des questions, qu'on a fait le tour de la question. Et donc, je te remercie vivement pour cette excellente présentation. Et on passe au docteur Zemouchi. Je l'ai aperçu tout à l'heure. Donc, Kadash, tu m'as quitté la réunion. Docteur Zemouchi, si tu m'entends, tu te connectes. Juste le temps que docteur Zemouchi vienne. شحال قعدوا؟ ها؟ شحال قعدوا؟
Euh, tu te connectes, Zemouché, c'est OK. Pourquoi? Tu fais démarrer la vidéo, oui. Tu peux partager, tu ouvres le PowerPoint, partager l'écran, tu mets le PowerPoint. Vas-y, vas-y, je te guide. D'accord. S'il vous plaît, vous répondez au sondage pour la première communication, les étudiants. Vous répondez au sondage. Répondez au sondage, s'il vous plaît.